Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui le 30 août. Le 30 août, c'est la journée internationale des disparus selon les Nations Unies. Vous savez, sur 365 jours de l'année, les Nations Unies ont décrété 510 journées internationales. Cela veut dire que toutes les journées ne seront jamais célébrées, mais néanmoins on rappelle. C'est pourquoi nous tenons à rappeler aux familles que la journée des disparus leur est concernée aussi. Et d'où vient cette journée? Il est question de faire un bref rappel, c'est-à-dire que ceux qui ont suivi anciennement lors des dictatures en Amérique latine, alors les dames, tous les mercredis, se réunissaient pour réclamer leurs enfants disparus dans les geôles des dictateurs, que ce soit au Chili, que ce soit en Argentine et autres. Alors, les Nations Unies, en 1992, ont carrément fait une déclaration incorporant cette manifestation en journée internationale. Et ce qui fait qu'en 2006, l'événement a été célébré et a été décrété pour être célébré chaque année. Aujourd'hui, le 30, c'est cette journée internationale. Mais au-delà de ça, les questions se posent. Une famille qui n'a plus de nouvelles d'un de ses membres porté disparu, parce que je crois que un des intervenants nous précisera que dit la loi en République démocratique du Congo. 6 mois, je crois, 6 mois après, sans nouvelles, il faut déclarer à la commune la disparition de la personne pour que les recherches soient entamées. Ailleurs, on n'attend pas 6 mois, c'est 2 jours, 3 semaines, 1 semaine. Dès qu'on n'a plus de nouvelles, on déclenche les recherches de la personne. Mais on en reviendra là-dessus. Parce qu'autour de la table, nous avons invité des personnalités qui peuvent discuter avec nous, nous en dire un peu plus. Je commencerai à tout honneur, ou à tout seigneur, tout honneur, je commencerai par la dame, Madame Joly, qui est journaliste à la RTNC2, et vous la connaissez, elle anime souvent un magazine. Elle vous en dira peut-être plus. Et je passe directement à côté. Nous avons l'honorable Samba, qui est un député provincial, l'élu de la Tchangou, et qui habite la commune de Lancelé, où nous sommes. Nous avons M. Faustin, le nom à prononcer un peu compliqué, Ti-Ti-M-Ta, c'est ça, je crois. On se croirait en Chine, qui est le secrétaire provincial de la Croix-Rouge. Et à ma droite, nous avons M. Stanley Soki, qui est à la division urbaine provinciale qui s'occupe des cimetières. Et vous avez le professeur Balingate Melchak, c'est ça? Melchad, juriste, philosophe, qui nous en parlera. Et je terminerai par le professeur Vincent Roger Kapalaï, qui est sociologue, professeur à l'Université nationale pédagogique de Kinshasa. Permettez-moi de vous dire que dès que nous avons eu l'idée de créer ce cimetière, le président de notre conseil d'administration, qui est l'initiateur du projet, pour ne pas le citer, M. Georges Mukuna, avait insisté sur les concepts, que nous devons avoir tous les concepts possibles à la nécropole. Nous avons, c'est ainsi qu'à la nécropole, nous avons les concepts de tombes, que communément on dit caveau, les concepts de tombes. Nous avons le concept de columbarium. Et on ne le dira jamais assez,
vous verrez que les columbariums, je crois que là, la philosophie bantoue fait que aller incinérer quelqu'un, on vous traite de sorcier, de ceci, cela. Soit. Mais c'est un des concepts d'inhumation. Et nous avons les mémorials des disparus, devant lesquels nous sommes. C'est le troisième concept que nous avons à la nécropole. Donc vous avez les tombes, vous avez le columbarium pour les gens qui sont incinérés, et vous avez les mémorials des disparus pour les gens dont on n'a plus de nouvelles du tout. Les décors étant placés, et je ne sais pas, Monsieur le secrétaire provincial, vous qui sauvez les vies humaines, et surtout que vous êtes une des structures des Nations Unies, la journée internationale des disparus, c'est quoi pour vous? Merci, monsieur l'administrateur, pour la parole. La journée internationale des disparus, c'est une journée consacrée à des familles, à toutes les personnes concernées, dont la disparition de leurs semblables leur a coûté la vie et qui n'ont plus de nouvelles de cette personne. Et cette journée est célébrée avec beaucoup de faste, beaucoup de soucis, en mémoire des nouvelles qui sont coupées de cette personne. La Croix-Rouge a organisé un service qui était hier le rétablissement des liens familiaux, parce que c'est la famille, mais aujourd'hui c'est la protection des liens. Donc ça revient dans le sens du condensé que vous avez présenté, qui est la protection de toutes les personnes en général. Et par rapport à cela, la Croix-Rouge, par son service, s'arrange à rechercher les traces, les informations. Aujourd'hui, si quelqu'un est disparu, les cas sont légion. Lors de l'arrivée papale, il y a des enfants, il y a aussi des adultes qui étaient disparus, dont on n'avait plus de nouvelles. Et la Croix-Rouge, par son service, a fait quand même un effort pour retrouver les traces et ramener la personne à la famille pour redonner la vie d'ensemble. Donc, si je comprends bien, une personne disparue, déclarée disparue, qui réapparaît, la Croix-Rouge peut bien faire intégrer la personne dans la famille. Oui, bien sûr, avec des procédures. Maintenant, là, nous sommes à Kinshasa. Quelqu'un peut être disparu, déclaré disparu à l'Est. Nous avons plusieurs de ces cas. Et nos amis de l'Est, par la protection des liens familiaux, ils prennent les coordonnées de la personne, envoient ici, et nous nous engageons des personnes qui sont chargées de cette question pour essayer de retrouver les traces. Et lorsqu'on a retrouvé les traces, on les met en contact. On vérifie que la personne qu'on a retrouvée dans un coin quelque part est effectivement déclarée disparue. Et on s'assure que effectivement c'est elle. Et souvent c'est notre partenaire du mouvement, le CICR, qui prend des dispositions. Il prend un avion, il prend les moyens et puis on le ramène dans la famille avec la protection de l'État bien sûr. Parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions il a quitté, est-ce qu'on peut l'inquiéter, est-ce qu'on peut faire quoi avec l'accompagnement de l'État. Comme vous avez posé la question à l'honorable, qu'est-ce que l'État fait par rapport aux disparus? Ouais, je prends les cas. Oui. C'est un peu là, la Croix-Rouge. C'est malheureux de le dire, mais bon, à l'Est, vous voyez ce qui se passe. Il y a des morts. Avec les guerres qu'il y a là, alors ces gens-là, certainement, soit vous faites des fausses communes, si tel est le cas, ou bien, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ce sont des gens qui sont disparus à cause de bombes, de balles et tout. Oui. Ces cas-là aussi sont légion. Je crois que les fausses communes, pour les faire, il faut toujours, comme je viens de le dire ici, que l'État établisse un PV et que ça va chez le procureur de la circonscription. L'État acte que ces gens
Normalement, ce sont des indigents, des gens qui n'ont pas d'adresse, dont on ne connaît plus les origines. Et officiellement, avec l'accord de l'État, je crois que c'est un des dossiers qui avait chauffé au Parlement, je crois, il y a deux ans, je crois, si je ne m'abuse pas. Il y avait une déclaration suivant laquelle on aurait enterré des personnes dans des fosses communes qui créaient beaucoup de bruit. Mais je crois que c'est la procédure normale. Lorsque l'État lui-même, par exemple à l'hôpital général de référence de Kinshasa, il y a plusieurs corps non identifiés, autrement identifiés, et qui surchargent parfois la conservation. L'État décide de les prendre en charge pour les amener. Oui, mais là, ce sont des corps qui sont là. Ce ne sont pas des corps perdus. Monsieur le député, au niveau de l'Assemblée provinciale, est-ce que vous traitez de ce genre de questions ou bien ça reste dans les domaines des organisations internationales et autres? Bon, c'est un peu difficile parce que la loi, jusque-là, est un peu muette. La loi est un peu muette parce qu'on ne peut constater la mort que sur base d'un établissement de certificat de décès. S'il n'y a pas un certificat de décès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on ne dit pas que la personne est décédée. Mais pour un disparu, comment on peut établir un certificat de décès? Donc l'État vous demande toujours à des organismes, entre autres les Croix-Rouges et d'autres filières, de travailler en collaboration avec l'État, afin qu'on pousse les recherches afin de retrouver la personne vivant ou mort. Donc c'est vraiment ça la démarche. Mais nous sommes en train, surtout depuis que j'ai participé la fois passée à l'émission ici, je suis en train de mener le plaidoyer au niveau de l'Assemblée afin qu'on puisse voter un édit portant sur trouver un lien de mémoire pour nos disparus. Oh, il y en a déjà ici. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit maintenant légiféré sous forme d'une loi. Oui. Parce que si est-ce que par hasard vous n'avez pas peur de parler de la mort dans vos assemblées? Parce que quand on regarde la loi funéraire, si loi il y en a même pas. Si ce sont les ordonnances. Je crois que M. Stanley nous expliquera là-dessus. Ce sont les ordonnances de 1914. Tout simplement parce que nous avons toujours peur de la mort. Parler de la mort, on a peur. Alors je me dis, mais c'est pas normal. Autant de législation dans ce pays qu'on n'arrive pas. On légifère sur tout, sur les ouvertures de bars. Mais quant à légiférer sur la question de la mort, c'est toujours très difficile, cher député. En session de mars, oui, on avait voté un édit sur les organisations de funérailles ici dans la ville de Kinshasa. C'est maintenant renvoyé à la commission pour les études approfondies. Mais on ne va pas entrer là-dedans parce que je veux dire, vous faites des édits sans même consulter les spécialistes du domaine. Il y a autant de spécialistes du domaine qui peuvent vous apporter de la matière. Mais vous faites l'édit sans qu'il y ait une loi, même nationale. Vous faites un édit qui risque de contredire la loi nationale, ainsi de suite. C'est encore source de conflit. Parce que l'édit doit se faire avec les gens du domaine, qu'on vous apporte de la matière pour que vous puissiez faire quelque chose de véritable qui tienne compte de la vraie réalité. Parce que si ce n'est que pour dire, oui, les funérailles, les machins coûtent trop cher, je dis, mais non. Mais les prados que vous utilisez, ça coûte trop cher aussi. Les palissades, ça coûte trop cher. Bon, vous voyez? Donc, je vais passer la question au juriste qui va vous compléter. On va revenir, monsieur le député. Le juriste va vous compléter là-dessus, je crois. Oui, professeur, vous avez la parole. Oui, bien, merci, cher Valérien. C'est toujours un plaisir de nous retrouver encore dans ce cadre ici.
pour échanger autour de cette problématique, de cette thématique de la disparition ou des disparus. Et donc pour compléter l'honorable, effectivement, je dirais que en fait cette matière est réglementée. Elle est réglementée par la loi numéro 16/008 du 15 juillet 2016 qui a modifié et complété la loi numéro 87/010 du 1er août 1987 portant Code de la famille. Et cette loi qui parle en son livre 2 portant sur la personne, parce que en fait c'est le droit civil des personnes là, et en son livre 2, titre 2 également, qui traite de l'identification, parmi les éléments d'identification de la personne, justement, à part le nom, la résidence ou le domicile et tous les éléments, eh bien, il y a ce point-là qui porte sur donc, la naissance et tout ça, mais il y a ce point qui porte sur l'absence et de la disparition. Parce que déjà, d'entrée de jeu, dans votre condensé, lorsque vous parliez de 6 mois après qu'une personne soit partie et qu'on n'ait plus de ses nouvelles, sa famille n'ait plus de ses nouvelles, là, on est encore dans la situation de l'absence, parce qu'il faut distinguer entre l'absence et la disparition. L'absence, c'est quand effectivement une personne est partie, on n'a plus de ses nouvelles. La loi présume toujours que cette personne pouvant encore être en vie, continue, donc elle est absente tout simplement. Mais on peut, après 6 mois, décréter ou déclarer, effectivement, quand on n'a plus de ses nouvelles, qu'elle est en tout cas encore absente parce qu'il y a présomption qu'elle soit encore en vie. Mais la disparition, à la différence, c'est à l'article 142 de cette loi-là, qui dit que lorsqu'une personne a disparu dans des conditions ou dans des circonstances telles que sa mort est certaine, voyez-vous, donc là, la personne a disparu dans des conditions, dans des circonstances telles que la mort est évidente, la mort est certaine. D'ailleurs, dans les documents que vous nous avez présentés, dans des naufrages, nous allons y revenir, des crashs d'avions, comme c'est le cas dernièrement ici de Wadney, ainsi de suite. Eh bien, là, la mort est certaine, mais malheureusement, le corps n'a pas été retrouvé. Donc la loi précise comme ça que lorsqu'une personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort est certaine, mais que l'on n'ait pas retrouvé le corps, et là, la personne est considérée comme disparue. Et elle va plus loin pour dire, le ministère public ou toute personne intéressée peut aller demander au tribunal de paix ou au tribunal pour enfants, selon le cas, pour obtenir donc, que le tribunal puisse rendre un jugement déclaratif de décès. Parce que là, en tout cas, la présomption de vie est déjà détruite pour cette personne, parce qu'on a déjà dit que la mort, en fait, la disparition s'est produite dans des circonstances telles que la mort est certaine. Et donc, voilà. Là, le tribunal établit ou rend un jugement déclaratif de décès. Là, c'est le cas, par exemple, d'un crash d'avion. On sait qu'il y a un crash d'avion. Mais je prends le cas de tous ces jeunes qui vont dans l'Eldorado européen, en Méditerranée. On n'a pas de nouvelles. Donc la mort aussi est certaine. Parce que quand il y a, sans vous couper la parole, je vous en prie, quand la pirogue de fortune qu'ils empruntent là se renverse en pleine mer, en plein océan, on repêche quelques corps et on ne retrouve pas d'autres. Mais c'est sûr. Mais souvent, il faut se dire que les jeunes, une fois qu'ils sont peut-être repêchés, sont sur la côte, rarement ces gens donnent des nouvelles à la famille.
Parce que soit il y a la honte, mais je crois que ça, les sociologues nous en parleront. Mais, honorable député, vous voyez, vous avez vraiment du pain sur la planche. Hein. On vient de vous donner un sujet de votre campagne électorale prochaine. Alors, cher professeur sociologue, en boitant les pas du juriste, dans la société, la question de la mort, elle est toujours là, mais tout dépend comment on la conçoit et comment on l'accepte. Quand vient-il qu'une fois qu'on vous annonce la mort de quelqu'un, d'abord il y a le déni. Non, c'est pas vrai, c'est pas lui. Comme si la mort ne pouvait pas attaquer tel n'y a que tel autre. Il y a déjà le déni. Alors maintenant là, nous sommes dans une situation de personnes. Moi je ne vais pas parler de personnes dans des geôles de prisons politiques et autres. Non, non. Ici, les personnes physiques disparues, parties par fugue, puis on n'a plus de nouvelles. Comment la société peut-elle interpréter cela? Après, comme disait le professeur juriste, après 6 mois, on suppose toujours qu'il y a l'absence, en attendant qu'on fasse la déclaration. Merci beaucoup pour d'abord l'invitation. C'est un plaisir de participer à ce plateau pour échanger sur une question aussi des sociétés que celle-ci. Je pense que ce matin, j'ai jeté un coup d'œil dans mon dictionnaire pour savoir disparition. Je pouvais partir des disparitions, disparu, et en savoir un peu plus. On a dit disparition vient du verbe disparaître. Disparaître qui veut dire cesser d'exister. Et cesser d'exister ou mourir en parlant. Oui. Mourir ça, en parlant. Ça, hein? Et puis, en parlant. Mais les gens vont fuir. Voilà. Et j'essaie de savoir, mais mourir en parlant. Disparu, maintenant, c'est quoi? Ça dit disparu, c'est la mort, ou une personne morte, ou considérée comme morte. Vous voyez pourquoi on dit mourir en parlant. Ou considérée comme morte. Ça dit que là, on reste encore dans les suspens. On ne sait pas est-ce que réellement il est mort ou tout ça. Maintenant, quand on parle de la question de mort, vous venez de le dire, nous nous inscrivons dans les croyances africaines. Si déjà, retenons ce que M. le député vient de dire, le juriste, même si on a attesté, si déjà en Afrique, même si on a attesté, on a même enterré, mais les Africains ne croient toujours pas que la personne est morte. Mais à plus forte raison, comment, dans la société africaine, on peut accepter que la personne qui est disparue est réellement disparue. Et j'ai essayé d'en savoir plus. On me dit qu'en Afrique d'ailleurs, comme partout ailleurs, le deuil organisé pour quelqu'un qu'on a enterré est encore facile à accepter. Mais pour un disparu, c'est un deuil complexe. Parce qu'on est entre les marteaux et là, l'enclume. On ne sait même pas, est-ce qu'il faut faire des dépenses? Est-ce qu'il faut vraiment faire le deuil? Est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors on laisse la société, on laisse la population dans une situation perplexe. Donc le problème est quand même d'une grande importance que ça touche à la famille. La famille, pourquoi? Parce que la famille, c'est une structure de la société. En tant que structure de la société, organisation de la société, et elle est organisée en système. Vous savez, dans un système, quand il y a un élément du système qui n'existe pas, et vous voyez ce que ça fait dans la famille et dans le système. Et dans la famille, quand il y a un membre qui est tout le temps avec les autres, mais qui n'existe pas par le fait qu'il a voyagé, quand même on sait qu'un jour il va revenir. Mais on dit qu'il est porté disparu. Donc on commence à se poser des questions s'il est mort ou pas. Et alors ça fait problème. Et ça porte atteinte à la psychologie même de la famille. Et il y a l'incertitude, il y a l'angoisse qui entame la famille. Et alors à ce moment-là, vous voyez, sur le plan psychologique,
vous connaissez ce qui se passe, surtout pour si c'est un parent. Et en Afrique, tout enfant, même à notre âge ici, nous sommes toujours des enfants. Alors les parents qui est vivant, qui ne sait pas voir son enfant, quel que soit son âge, il est toujours inquiet, il a de l'incertitude, il est angoissé. Donc il y a un problème. Nous allons continuer à développer. Je ne peux pas monopoliser la parole, mais il y a quand même l'angoisse, il y a l'incertitude, il y a un problème sérieux de pouvoir accepter que quelqu'un est porté disparu. Même si on dit que c'est par noyade. Alors on s'imagine toujours que non, lui, il s'est certainement sauvé. Il est perdu dans la forêt quelque part. Il faut d'abord attendre. Donc il y a un problème. Mais on ne va pas attendre éternellement mais oui, quand même. c'est ça le problème. 6 mois, 8 mois, vous attendez 1 an. Alors, M. Sanlé, au niveau de la division urbaine qui s'occupe des cimetières, bon, je ne sais pas, il vous arrive aussi d'avoir des discussions entre vous. Parce qu'il n'y a pas qu'aller compter le nombre de tombes dans des cimetières. C'est de se dire, les gens qui sont portés disparus, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Comment on accompagne les familles? Merci l'administrateur d'abord pour l'invitation et d'accepter que nous puissions partager de l'expérience de notre service. J'aborderai au même sens que le juriste, le professeur, qu'il y a quand même la matière, il y a la réglementation sur les disparus. Et les disparus tirent son origine vers les années 1989 avec l'apparition du Code de la famille. Avant cela, il n'y en avait pas. Et vous allez comprendre que puisqu'il n'y avait pas avant 1989, on se servait et on continue à se servir avec les lois de 1914 qui ne sont plus adaptées à nos jours. Parler de disparus, je commencerai par déclarer que le deuil fait partie du processus de guérison. Je le répète, que le deuil fait partie du processus de guérison. Pourquoi? Oui, de guérison intérieure, puisque cela a un but éducatif, de rappeler au monde ce que la famille garde comme souvenir de quelqu'un qui fut cher. Et ne pas savoir si quelqu'un ou un être cher est mort ou vivant provoque, comme l'a dit le professeur, une angoisse indécide, de la colère même, et provoque des sentiments d'injustice qui empêchent les proches de faire des deuils et tourner peut-être la page. Ne pas savoir si quelqu'un est vivant ou il est mort. Comme je l'ai dit, que avant 1989, et nous continuons à œuvrer dans des cimetières avec la réglementation non adaptée. C'est pourquoi... Donc là, vous vous adressez aux députés? Non, c'est-à-dire non adapté. Oui, nous adressons aux députés pour lui donner de la matière. Ils ont fait mandat, ils ont fait une proposition d'un édit. On ne sait jamais si au prochain mandat, cet édit sortira des cendres ou pas. Bon, l'édit, comme l'a dit l'honorable, est venu à partir de la Covid. Ah. Hein, c'est l'événement des catastrophes. Voilà, c'est occasionnel que cet édit-là est mis en musique. Mais sinon, nous continuons jusque maintenant. Notre député a la matière qui doit réglementer sur les morts, adapter. Quelle est cette fonction aujourd'hui qui correspond au gouverneur général dans notre République démocratique du Congo? C'est le président de la République? Non, il est représentant de qui? Vous voyez les députés, voilà la matière. Alors que dans nos lois, là où nous sommes, là où on enterre,
on dit qu'il n'y a que le gouverneur général qui peut autoriser l'inhumation ou créer les cimetières. Allez-y comprendre. Alors que nous sommes en République démocratique du Congo. Nous ne sommes plus une colonie au royaume. Voilà. Donc, vous avez la matière. Je vous remercie. Merci. Voilà, le premier tour de table étant là, je m'adresse à la maman qui est avec nous. Pourquoi, ce n'est pas en dernier lieu, mais pourquoi elle après? C'est parce que je me dis, quel est le sentiment d'une mère qui apprend que son fils est porté disparu? Comment réagit la mère? Et pendant combien de temps devra-t-elle attendre le retour du fils? Merci beaucoup Valeria. Je commencerai d'abord par la journée. Et c'est 30 août 2023. Nous célébrons le 40e anniversaire de cette journée. Donc, depuis que décrété en 1983 et aujourd'hui 2023, ça fait exactement 40 ans. Cela veut dire que la journée a une grande importance. Et si je me réfère à ce que vous avez dit au début, on a 365 ou 366 jours, mais les Nations Unies a prévu plus de 500 journées internationales. Donc, pour dire qu'elle a aussi accordé de l'importance à cette journée. Et chaque journée internationale a au moins un thème. Et pour cette célébration, le thème, c'est « Nous voulons être aux côtés des familles de personnes portées disparues, exprimer notre solidarité et entretenir avec elles les souvenirs de leurs proches disparus ». Par rapport à ce thème, je me dis chapeau bas à la nécropole entre terre et ciel, parce que vous avez vraiment répondu aux attentes de ces thèmes, qui fait que nous soyons aux côtés de familles là qui ont perdu leurs êtres chers par la disparition. Vous avez dit une mère qui a perdu son fils et il n'a pas de nouvelles. Depuis l'année passée, quand je pris part à cette émission sur le même plateau, j'étais vraiment ignorante. Et je me suis documentée par rapport à la question de la disparition. Et en tant que communicatrice ou communicologue, je me dis il y a vraiment déficit communicationnel. La journée est méconnue et toutes les questions relatives à cette problématique ne pas vraiment vulgarisées. Une maman qui a perdu son fils, il n'a pas ses nouvelles, ce n'est pas facile, comme a dit mes prédécesseurs. S'il y a un dossier et vous voyez le corps, vous l'enterrez, c'est une guérison intérieure, comme a dit les collègues. Mais quand vous n'avez pas de nouvelles, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que vous restez toujours dans la situation de deuil et vous ne savez quoi faire. Là, d'abord, c'est un fils, mais à combler plus forte raison si c'était un mari. Parce qu'il y a la succession, telle que vous l'avez dit, il faut ouvrir, il faut entamer des procédures judiciaires. Néanmoins, le Code civil, dans son article 112, là on parle de la présomption d'absence, on prévoit déjà quelques dispositions. Comment faire au cas où il y a présomption d'absence, comment procéder. Mais sauf que beaucoup ne sont pas informés sur la procédure. En cas de disparition qui constitue aussi notre thématique d'aujourd'hui, avec le code révisé aujourd'hui, 10 ans. Quand il fait 10 ans, aussitôt la personne est disparue dans les 6 mois, on peut bien déjà déclarer consort. Mais pour que la justice puisse décréter, c'est dans les 10 ans. Si la requête n'a pas encore été introduite avant, c'est dans le 20 ans. Vous voyez tout le temps que ça pourrait prendre par rapport à une veuve, par rapport à une mère qui a connu les cas de disparition. Là, je rejoins ma voix à mes prédécesseurs pour dire qu'il y a beaucoup à faire par rapport à la question de la disparition. Et même parce que vous avez parlé également des enterrements. Je crois là aussi, c'est un aspect. L'information ne circule pas, elle n'est pas vulgarisée. Il y a des gens aussi qui peuvent
se conformer et offrir même un sépulcre à leur être cher qui les a déjà précédés dans l'au-delà. Mais comment procéder? Ils ne savent pas où aller. Mais aujourd'hui, à travers cette émission, au moins la population va découvrir ou sera sensibilisée qu'à la nécropole et tech. Vous avez parlé du code civil. Oui. Il y a la présomption d'absence. Oui. Mais cette présomption d'absence, c'est jusqu'à quand? Normalement, c'est... Je crois que les codes civils doivent parler. Oui, la famille doit se prononcer aux instances judiciaires pendant 10 ans qu'on peut maintenant déclarer le décès. Pendant 10 ans? Oui. Non, mais, pendant 10 ans, aux instances judiciaires. Cher juriste, vous parlez de 6 mois. Pendant 10 ans. L'absence. Parce que 10 ans, madame, c'est trop. Hein? Oui. Pour que l'État déclare qu'il y a absence. Absence totale. Si la famille avait déjà introduit, il faut 10 ans. Si la requête n'a pas été introduite, il faut attendre 20 ans pour déclarer que la personne... Là, il y a un problème. Il faut attendre 20 ans. 20 ans. Il faut attendre 20 ans. Oui, prof. Je vous écoute. Merci. Vous allez comprendre qu'il y a déjà une difficulté. Déjà, nous savons très bien que les juristes sont là. On dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais malheureusement, dans notre pays, même les autorités, vous venez de le dire, ils bafouent même les lois qui sont connues. Même les autorités, vous venez de le dire. Mais à plus forte raison, la population dans la société. Vous ne prenez que la société africaine. Combien lisent la loi? Combien de gens qui lisent la loi? Et combien cherchent à en savoir plus? Si les lois ne sont pas vulgarisées, oui. Mais ce n'est pas la faute de la population aussi. Hein. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que la population a ce problème. Et puis, nous avons un problème important, l'analphabétisme en Afrique. Combien ont un niveau d'instruction pour pouvoir chercher à lire, à connaître. Donc ça dit que nous sommes dans un tout qui, si on ne sait pas bien l'exploiter, nous risquons de chercher des poux ailleurs, alors que les problèmes se trouvent au niveau de l'État lui-même. Parce qu'il faut d'abord que le niveau culturel, le niveau intellectuel, le niveau de savoir puisse être élevé. Afin de commencer à tout ce que madame dit là, vous pouvez balancer le micro, combien peuvent dire? Oui, prof. Je suis d'accord avec vous, mais je dis, en attendant, je vais vous passer la parole, je dis non. Les communicateurs, vous savez combien de télévisions je vois ici, sur YouTube ou autre? Malheureusement, 80% c'est de la musique. Or, ces gens-là peuvent vulgariser en lingala, en swahili, en kikongo, en chiluba, peuvent vulgariser en disant, si vous avez un de vôtres qui est censé être disparu, n'attendez pas 10 ans, n'attendez pas 20 ans. Voici la démarche à suivre. Quitte à ce que, à chaque commune, vous avez introduit une plainte que la personne est portée disparue, ils vont quand même noter quelque part, pour que vous ne soyez pas victime de non-déclaration dans les 10 ans ou 20 ans. Parce que dans les 10 ans, 20 ans, rien ne prouve. Oui, prof, et puis on passera la parole au député. Oui, et à la Croix-Rouge. Oui, je voulais faire une petite mise au point. En fait, compléter en même temps aussi ce qui a été dit là-bas par le distingué co-débatteur, M. Stanley, le professeur Vincent Roger, et surtout aussi Maman Jolie, dont j'apprécie beaucoup l'intervention, en nous rappelant l'historique de la journée et tout ça. Mais maman, quand vous parlez du code civil, c'est pas trop parce que les codes civils dans les temps, avant, à l'époque coloniale, comme on a dit ici, de la loi sur la sépulture qui datait encore de 1914, là, nous étions sous le régime, en fait, le code civil aujourd'hui est remplacé par des lois nationales
Hein, c'est peut-être le Code civil livre 3 qui est toujours là, qui parle des obligations, qui est toujours là, les décrets de 1887. Mais les deux premiers livres du Code civil de l'époque sont remplacés. Le premier livre, c'est aujourd'hui la loi portant Code de la famille de 87. Monsieur Stanley, c'est 87 et non 89. Hein, donc du 1er août 1989, 87 plutôt, qui venait d'être modifié et complété le 15 juillet 2016. Ça qui traite de la famille en général, la famille, donc les personnes, la famille, le mariage, ainsi de suite. Le livre 2 de l'ancien Code civil, c'est ce qui traite, c'est la loi de 73, complétée en 80, qui traite de biens de manière générale. Mais là où nous sommes, c'est le Code de la famille. À propos de l'absence et la disparition, comme je disais, Madame Joly a bien dit déjà en citant l'article 112 qui parle de l'absence. Et tout le monde a réagi, d'ailleurs, quand on parle de 10 ans. Évidemment, il faut comprendre qu'il y a des nuances. Même, par exemple, pour la naissance. Combien de parents ici, comme le professeur a dit, l'ignorance, l'analphabétisme, le manque de vulgarisation de nos lois font que, malheureusement, la population vit pratiquement en dehors de ce que la loi parfois protège des petites choses. Il est prévu, par exemple, à l'époque, c'était 30 jours après la naissance de l'enfant, mais aujourd'hui, avec la modification, en 2009, avec la loi portant protection de l'enfant, et en 2016, avec la modification là, du Code de la famille, le législateur accorde 90 jours, soit 3 mois après la naissance de l'enfant, pour aller déclarer la naissance, et c'est gratuit. Mais combien de parents le font? Il est même de parents intellectuels et tout ça. Vous êtes professeur d'université, médecin, vous ne savez pas aller déclarer votre enfant qui vient de naître, des avocats, des magistrats même. Ils s'étonnent, les 90 jours sont écoulés. Après, alors, ces délais-là, pour obtenir un acte de naissance, il faut encore aller chercher un jugement supplétif d'acte de naissance. Et là, il faut payer de l'argent, ainsi de suite. Et donc, vous voyez. Ajouter quelque chose par rapport à la communication. Et je pense qu'il y a des problèmes sous d'autres cieux sont devenus des questions d'État. Il y a des initiatives privées qui ne sont pas soutenues dans notre pays. Je prends par exemple ces cadres, cette émission, ça sera suivi. Nous avons deux ministères qu'on peut dire directement impliqués par rapport à cette question de la disparition. Je prends le ministère des Affaires sociales, famille, je prends le ministère de la Justice, droits humains, et voire même le ministère de la Communication pour la sensibilisation. Parce que l'année passée, nous l'avons signifié ici que Nations Unies s'inquiétait déjà du nombre croissant de disparus à travers le monde. Et le nombre ne fait que s'accroître. À combien plus forte raison, nous, en RDC, où on sait qu'on a plusieurs sortes de catastrophes naturelles provoquées par l'homme et tout. Il y a des inondations, éruptions volcaniques, il y a des éboulements de terre, les gens sont disparus sans nouvelles. Mais pourquoi pas dans les occasions pareilles, organiser même des conférences, des journées portes ouvertes, ou voire même approcher vous autres qui êtes déjà un peu très avancés. Vous avez déjà un lien où on peut aussi se souvenir de ceux qui se sont disparus. Vous pensez que ces ministères-là oui, ne connaissent pas à l'occasion, c'est un SOS, c'est une interpellation. Il y a déjà l'interlocuteur valable. L'interlocuteur valable est présent. On peut saisir l'occasion, il n'est pas encore tard. Même si on perd la journée, le mois d'août, mais on peut même se rattraper à travers ce qu'on fait là maintenant, le mois de septembre, voire même l'année passée. L'État puisse aussi organiser plusieurs rencontres pour traiter cette question et voir ce qui est déjà fait et ce qu'il faudra aussi améliorer. Vous avez raison, madame, mais parfois on ne peut pas donner souvent de mauvais exemples.
Je crois qu'à ma droite, le professeur Sanlé, nous avons eu à organiser une émission pour le point que nous allons voir en dernier lieu, ce que nous faisons à la nécropole. Je vais annoncer cela. On a fait cette émission le 12 juillet pour qu'elle soit diffusée au plus tard le 20 juillet. Ça a été diffusé après le 5 août, parce que j'ai tapé du poing sur la table, que ce n'était pas sérieux. On a fait une émission qui devait passer en telle période. On l'a fait passer, non pas après le 5 août, après les Jeux de la francophonie. Or, il avait été question de sensibiliser les gens avant le 1er août. Mais l'émission est passée après les Jeux de la francophonie. Vous vous rendez compte? Donc, après le 1er août. C'est qu'il n'y avait pas d'importance. C'est ça les grands problèmes que nous avons dans ce pays, les communicateurs. On sait d'abord avoir, il y a le député Samba qui doit passer parce que lui, il va laisser une enveloppe pour qu'on fasse passer son message de campagne. Mais non. Oui, cher honorable, vous vouliez parler? Parce que bien, après, on va chuter pour la deuxième partie qui va se passer de l'autre côté. Parce que la fois passée, vous m'avez dit que notre édit qu'on a voté là, ça pourrait même heurter la loi nationale. Donc à cette matière, la matière est concurrente. C'est-à-dire qu'au niveau des provinces, on peut légiférer. Mais moi, je sais que comme c'est au niveau de la PAJ, vous êtes expert. Vous êtes invité sur notre ville. Vous pouvez toujours venir nous aider à améliorer la loi pour que ça puisse devenir potable. Mais nous sommes prêts à collaborer. Chaque jour, nous parlons. Donc, moi, je vous laisse cette invitation. Et moi, s'il faut vous lancer l'invitation, parce que je sais que la loi maintenant est traitée avec notre frère de la division urbaine, parce que ce sont eux qui sont des experts. Nous produisons la loi et ce sont eux qui mettent... On peut bien y contribuer pour apporter ce qui est de la vraie réalité. Ouais, donc que ça soit potable la loi, s'il vous plaît. Plutôt que d'entendre, comme on le dit, que la constitution congolaise a été copiée quelque part, mot à mot, ben alors ce qui fait qu'il faut éviter ce genre de choses. Il faut partir de la réalité qui colle à votre vie du quotidien. Alors, monsieur le secrétaire de la Croix-Rouge, de tout ce que vous avez entendu ici, vous êtes toujours au premier plan. Donc, je ne sais pas quel conseil donnerez-vous aux familles? Merci. Les conseils commencent d'abord par le remerciement. Remercier ETEC pour cette organisation particulière qui nous réunit en ces jours afin de comprendre sûrement ce que nous n'avons pas compris hier. Et donc, merci à l'administrateur Mukuna. Merci à vous-même, M. Valérien. Merci à la Croix-Rouge qui a voulu que nous soyons présents ici et répondre à ces questions par son président national et provincial. Pour nous, on fait une petite proposition. Comme vous avez dit, il y a plusieurs jours qui ont été revus et résolus au niveau des Nations Unies. Que cette journée, au moins, là je tourne vers l'honorable, que notre État, si possible, puisse prévoir un jour auquel toutes les familles démunies, riches ou pas riches, dans l'impartialité, puissent accéder aux requêtes, s'il y en a, pour l'air disparu. Et ça aiderait tout le monde, parce que la plupart, des fois, nous fouillons la justice pour des frais. Mais si, honorable, à travers leur édit, la représentation qu'ils feront en notre faveur, peut solliciter que ces jours, tels que vous l'avez initié, soient utiles au profit de tout le monde qui a un disparu et qu'ils viennent introduire les dossiers sans frais. Nous estimons que ce serait humanitairement acceptable. Merci infiniment pour cette invitation. Merci. Oui. Moi, je vais à l'encontre de la journée des disparus. Je lance encore un débat. J'aimerais qu'on parle de la journée des visites des cimetières. Puisque avoir les journées des disparus, ça sort de la criminalité.
Ça, c'est un bon débat, ça. Pourquoi? Puisque de la criminalité, que ce soit l'accident ou quoi, si on a réparé sa voiture convenablement, on va arriver au bout, à l'objectif. Quand, par exemple, on n'a pas de guerre, il n'y aura pas de disparus. Ah non, il y en a. Il y en a. Allez, non, dans ce domaine-là, je dis la tuerie. Oui, mais il ne faut pas qu'on prenne les disparitions uniquement sur le plan des violences, de guerre. Non. Vous avez un enfant qui fait la fugue, qui quitte la maison, qui s'en va, on ne sait pas, qui est allé où, et en marchant se retrouve dans les Bandundu, en continuant à marcher, l'enfant se retrouve peut-être en Angola, et là, maladie, meurt. Vous n'avez pas de nouvelles. Il ne faut pas nécessairement qu'il y ait les tueries. Donc, dans la plupart, quand nous voyons l'origine, par exemple, si nous vivons en paix et qu'il n'y a pas de dirigeants, par exemple, cupides, qui peuvent compatir aux besoins de la population, j'ose croire que la haine disparaîtra et nous allons vivre ce que nous souhaitons, la cité idéale, bien qu'utopique, mais nous savons que nous devons vivre la société idéale. Et en terminant, je remercie les TEC pour cette organisation et pour l'information, puisque maman a voulu comment enterrer. Il faut enterrer dans des cimetières, puisqu'en dehors des cimetières, évitons les disparus. Voilà mon moment de la fête. Prof, une demi-minute et puis on termine par la maman et puis j'annonce ce qu'on doit faire. Je commençais par dire quelque chose par rapport à ce que les chefs de division viennent de dire. Mais les disparus, on dit, il y en a deux sortes. Il y a des disparus forcés et des disparus volontaires. Mais dans les cas où vous insistez, c'est pour les disparus forcés. Mais les volontaires, c'est des gens qui s'évadent. Alors comment on peut... il est volontaire, volontairement, il s'est fait disparaître lui-même. Alors donc, il y a là un problème, il faut toujours aller en profondeur. Mais sinon, nous sommes très très contents. Nous n'avons jamais cessé de le dire. ETEC fait toujours rappel à des choses qui ne sont pas prises en compte dans ces pays. Hein, vous voyez, il y a plus de 500 journées, mais on ne sait pas chaque journée vaut quoi. Mais réaliser qu'une institution privée est en train de rappeler à l'État parfois des journées sensibles. Il y a des fois que nous avons organisé aussi, sous la conduite de ETEC, la journée de Vève. Il y en a aussi la journée. Mais est-ce que l'État congolais, est-ce que vous, les institutions de médias, hein, vous n'avez pas de thème comme ça pour pouvoir inviter les autorités à pouvoir, n'est-ce pas, prendre en compte tout ça? Mais sinon, pour conclure, je remercie l'ETEC, comme je viens de le dire, mais je pense que le problème est très très important dans la société et c'est une question très difficile, la question des disparus. En tout cas, c'est une question dans la société africaine, au Congo particulièrement, une question très délicate parce que perdre quelqu'un, c'est déjà un problème, mais ne pas les retrouver, c'est encore... Faire le deuil, c'est encore un problème. Donc c'est un problème. Comme ça que... Madame, vous avez un petit mot? Je réitère ma compassion à toutes ces familles-là qui sont concernées par la disparition. L'occasion pour moi de leur dire de ne pas se décourager ou de ne pas rester dans les deuils éternels, même s'il y a des membres de leur famille qui ont été enterrés de façon collective, par des fosses collectives. Il y a lieu aujourd'hui avec la révolution positive de cimetières, d'offrir au moins un sépulcre, un endroit auquel à tout moment ils peuvent venir se recueillir et se souvenir de leurs semblables qui les ont déjà quittés. Et en passant, je remercie également ETEC qui ne cesse
de multiplier des stratégies à tout moment pour valoriser ceux qui nous ont quittés dans les différentes occasions, mais au moins, à chaque fois, ETEC essaye de donner une autre dimension à toutes ces personnes-là, connues ou non connues, d'être élevées au grand rang. Merci et chapeau bas à Nécropole. Merci, voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Mais avant cela, j'inviterai notre assistante funéraire à déposer au nom de toutes ces familles qui ont déposé une plaque commémorative à l'honneur de leurs chers disparus. On va déposer cette gerbe de fleurs en demandant aux autres familles que si vous ne retrouvez plus la sépulture d'un membre de votre famille, vous avez un mémorial des disparus. Vous pouvez venir mettre une plaque commémorative pour que vous puissiez vous en souvenir plutôt que de rester dans le silence. Merci. Nous allions constituer une famille aussi pour l'accompagner. Mais vous pouvez constituer la famille pour accompagner, ça c'est sûr. Hein? Professeur Roger, comme vous parliez de Pardon. Aux autres personnes. Oui. Voilà. Allez. Voilà pour nos chers disparus, dont on n'a plus retrouvé les corps et nous préférons qu'il y ait des plaques commémoratives. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Mais je tiens à vous annoncer, mais non, je vais vous inviter pour un autre concept à vous présenter. On pourra aller sur place et on vous expliquera de quoi il s'agit. Donc, une autre innovation d'ETEC dans les cimetières. Voilà, chers amis, depuis que nous avons commencé les services funéraires de la nécropole, nous pouvons vous affirmer que sur nos 2 sites, nous avons plus de 150 centenaires. Donc, comme tout le monde aspire à vivre très longtemps, ceux-là qui nous ont précédés, nous avons plus de 150 centenaires. Et une façon de les honorer, nous avons décidé, avec l'axe principal, vous avez les quartiers des artistes, vous avez l'envol, et cette place ou ce rond-point a été baptisé la place des centenaires. Nous avons ici, à la nécropole Benzalé, plus de 97, et le reste à la deuxième nécropole Academia. Alors pour honorer nos centenaires, nous avons prévu cette place de centenaires et on va vous présenter aussi la distinction qui fera que tout centenaire qui entrerait à la nécropole, il y aura une différence avec les autres caveaux pour permettre à ceux qui viennent visiter, car notre conception, c'est que les cimetières doivent rester un lieu touristique. Les autorités qui vont ailleurs en Europe vont visiter des cimetières pour voir la tombe de Victor Hugo, pour voir... Mais ici, dans leur propre pays. Donc on aimerait les inviter aussi à venir voir et peut-être à nous donner d'autres idées comment améliorer et autres, parce que c'est pour les générations actuelles et futures. Je vais inviter le directeur des ressources humaines chez ETEC de vouloir vous montrer et dévoiler la place. Voilà. Donc, place des centenaires. Voilà. Donc, c'est un rond-point qui sera bientôt bien amélioré, embelli avec des plantes pour les centenaires.
Alors, comment peut-on distinguer la tombe d'un centenaire et d'un non-centenaire? Voilà. Vous avez ici les modèles de sépulture d'un centenaire. La semelle est un drapeau national. Pourquoi? Il m'est arrivé de suivre une émission, je crois l'avoir dit à une des émissions, à 2 h du matin, je suivais une émission au Chili. Et je me rendais compte que, tiens, au Chili, ils organisaient une fête pour les centenaires vivants, les centenaires morts, et qu'ils allaient déposer des jets de fleurs. Je dis, mais tiens, et nous en avons aussi. Et pourquoi on ne le ferait pas? L'idée partit de là. Alors nous mettons la semelle en drapeau national. Parce que chaque fois qu'un corps entre d'un centenaire, nous posons une bête question. Y a-t-il un préposé de l'administration de la commune X du centenaire parmi vous? Personne. Donc, même à titre posthume, ce monsieur n'a pas été honoré, ne fût-ce qu'avec une fausse médaille achetée au marché d'Ngambela ou je ne sais quoi, mettre sur son cercueil quand même pour l'honorer. Alors nous avons décidé, nous, qu'on mettra toujours la semelle en drapeau national. On ne met pas encore sur la dalle. Pourquoi? Parce que si on met sur la dalle et que la famille amène une pierre tombale, vous voyez la suite. Au moins la famille a le temps de poser une pierre tombale, mais on distinguera toujours les centenaires par les couleurs nationales. Parce que n'est pas donné à tout le monde d'atteindre 100 ans. Et ça, c'est l'innovation à la nécropole, l'innovation des TEC. Et je tiens à vous remercier d'avoir honoré de votre présence non seulement la journée aujourd'hui de nos chers disparus, mais aussi à la place des centenaires. Comme ça, vous pourrez dire partout qu'à la nécropole, ne vous en faites pas, si vous mourrez 100 ans, on va vous enterrer. Voilà, merci beaucoup.